aussi des investisseurs. Voilà. On a rencontré également des investisseurs, des personnes dans le monde de la finance qui, avec différents outils, différentes méthodes, étaient capables d'accompagner ces modèles qui, on pourra en reparler, ont déjà des modèles de gouvernance assez particuliers et des modèles de fonctionnement aussi très particuliers, et puis des profils de rentabilité qui ne sont pas forcément les mêmes que ce qu'on peut trouver sur les marchés financiers classiques, au moins en privé. Il y en a où on trouve les mêmes rentabilités et pas systématiquement. Et donc, ça nécessite d'adapter les outils, et c'est là où nous, on a beaucoup échangé avec des investisseurs qui sont aussi revenus vers nous en nous faisant part de besoins qui sont nouveaux sur ce marché, qui sont liés à la mesure d'impact et, on va dire, un approfondissement parfois du reporting extra-financier tel qu'on le connaît pour accompagner des entreprises d'impact. Et là, je pense que Philippe sera aussi bien placé pour vous en parler par rapport aux travaux qui ont été conduits par les acteurs du marché cette année. Et le dernier élément que je voudrais pointer et qui va être représenté par un de nos professeurs dès l'ouverture de la table ronde, ce sont les étudiants. Parce que les étudiants à HEC nous poussent aussi à nous intéresser à ce sujet-là, parce que quand ils sortent de la majeure finance ou quand ils sortent d'une majeure développement durable ou d'une majeure en managerial economics and finance, en comptabilité, ils vont faire des mémoires, des thèses professionnelles sur les sujets de finance à impact. Et nos professeurs de finance nous disent, mais je me retrouve cette année avec 5 mémoires sur la finance à impact à accompagner. C'est extrêmement nouveau et les étudiants nous poussent aussi à, on va dire, les nourrir autour de ces sujets qui les intéressent pour leur propre carrière et développement professionnel. Voilà, donc autant de bonnes raisons de faire cette conférence avec vous ce soir. Et puis donc avec cette dernière partie prenante qui est très importante pour nos programmes à HEC, qui sont nos alumni, les anciens. Je pense qu'il y en a pas mal parmi vous ce soir, donc bienvenue à tous. On est ravis de pouvoir faire ces ponts avec vous pour nos étudiants, pour l'école, pour les entrepreneurs qu'on accompagne. Et je vais vous laisser sans plus tarder profiter de cette table ronde qui, j'espère, sera très enrichissante pour vous tous. Bonne soirée. Merci Emma, bonjour à tous et bonjour à toutes. Donc, du coup, aujourd'hui, on va vous faire découvrir 4 intervenants. On va commencer par Aglaé Touchard-Le Drian. Pardon, Aglaé Touchard-Le Drian, donc, du coup, qui est directrice associée de Raise Impact. Enchantée. Augustin Landier, donc du coup, professeur d'HEC Paris. Comme vous le souhaitez. Voilà. Philippe Taffin, donc du coup directeur des investissements chez Aviva France. Bonsoir. Et Pierre Menet, donc du coup responsable des services intermédiaires du groupe de Caisse des dépôts au sein de la Banque des Territoires. Enchantée à tous. Merci d'être présent donc du coup pour cette conférence. Je suis désolée, j'ai pas beaucoup de voix aujourd'hui, mais on va faire ensemble. Donc du coup aujourd'hui, on va commencer par vous, Augustin. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qu'est la finance à impact, quelle est son histoire et son évolution? Ouais, alors je vais être très concis, donc ça ne va pas être un cours magistral. En fait, je vais plutôt vous dire, je vais confirmer ce que Emma vient de dire, qui est qu'il y a une demande très forte du côté des étudiants. Donc au fond, c'est les étudiants qui ont un petit peu poussé le restructuring à la fois des cours, c'est-à-dire l'importance prise par ces sujets, même dans les cours de finance classiques. Et puis en recherche, évidemment, il y a aussi un très fort intérêt pour ces sujets. Alors, je peux vous dire comment moi, je l'ai intégré dans mes cours. Et puis le but, c'est d'avoir un échange de toute façon. Et puis je peux vous dire aussi les difficultés qu'on a dans les interactions avec les praticiens. Juste pour indiquer tout de suite, une des difficultés qu'on a, c'est que sur ces sujets de finance soutenable, et puis impact en particulier, il y a une très forte réticence à sortir du discours win-win, de dire c'est à la fois bon pour la planète, bon parce que vous allez faire des profits plus gros, et puis en plus, les autres vont être fiers de ce que vous avez fait. Et donc, voilà, c'est parfois difficile d'introduire l'idée qu'il y a parfois des trade-offs et que finalement, les questions difficiles, c'est les questions où une entreprise peut avoir le choix entre finalement, diminuer un peu ses profits et voilà, pour avoir une attitude responsable qui peut-être sera payante, mais pas toujours. Voilà. C'est un petit peu ça l'idée que je vais pousser, l'idée qu'on n'est pas toujours dans le monde du win-win
et que parfois, et c'est ça que la finance à impact pose, parfois il faut faire des concessions financières. Mais avant d'en arriver là, donc il y a un petit peu le point qui gratte, que les praticiens n'aiment pas du tout parler de ça, parce que le discours marketing, justement, il dit, mais non, pas du tout, au contraire, la finance à impact, comme elle pense sur le long terme, elle va battre tous les autres. La finance irresponsable va s'effondrer progressivement. Alors, comment je l'intègre moi dans mes cours? Je l'intègre dans un cours de finance comportementale, qui maintenant est devenu un cours de finance comportementale et sustainable finance. Et alors, le lien entre les deux, vous allez voir, il y a plusieurs liens. Mon point de départ, c'est de dire qu'il y a grosso modo 3 grands motifs dans l'intérêt que les investisseurs ont sur ces thèmes. Il y en a un premier qui est de faire des profits, de dire qu'il y a tout cet univers de données nouvelles, les données alternatives qui permettent de mesurer à partir de LinkedIn si les gens essayent de quitter une entreprise, des données Glassdoor, enfin des tas de données qui permettent de mesurer le capital humain dans les entreprises, mais aussi des données satellites qui mesurent si finalement ce que reporte une entreprise sur sa technologie, son niveau de pollution est conforme à ce qu'on observe par les données satellites. Toutes ces données alternatives permettent de générer de l'alpha parce que les marchés n'intègrent pas ces informations de manière parfaite. On n'est pas dans le monde textbook des marchés efficients tel qu'on enseignait la finance dans les années 80, avec l'idée que l'information est tout de suite digérée par le marché. En fait, ça prend du temps. Et donc, si vous créez des process pour digérer cette information plus vite, vous pouvez créer de l'alpha. Et donc, ça, c'est un premier ensemble, finalement, d'acteurs qui s'intéressent à cet univers de la donnée ESG pour des raisons de production d'alpha, avec l'idée que ça va être bon pour les profits. Et puis, en plus, ça permet de faire un petit layer de marketing qui, finalement, est plutôt bon pour le marketing des fonds. Alors après, et c'est là qu'il y a un petit peu l'origine historique de ces fonds, il y a le vieil ISR qui date du XVIIIe siècle, qui est la volonté de certains investisseurs d'investir conformément à leurs valeurs. Et donc là, c'est une problématique d'alignement de valeurs qui consiste à dire je ne veux pas que mon argent serve de fuel à des entreprises qui ne sont pas conformes à mes valeurs parce que la responsabilité va m'en incomber in fine. Et donc ça, c'est une idée qui était religieuse au départ, au XVIIIe, qui s'était propagée aux États-Unis, qui était devenue tout à fait mainstream, l'idée qu'il faut faire attention à où va votre argent parce que vous êtes complice de l'usage qui est fait de votre argent. Et donc, cette idée d'alignement de valeur, elle consiste grosso modo à essayer de nettoyer les portefeuilles en éliminant les entreprises qui ne sont pas conformes à vos valeurs. Et puis, c'est introduite progressivement l'idée de l'impact, l'idée pragmatique, en somme, d'être un peu conséquentialiste, d'essayer de changer le monde en se disant il y a urgence à changer le monde. On voit bien que les régulateurs, les gouvernements ont du mal à coopérer entre eux, les réglementations ne changent pas, le lobbying est très fort. Et donc, essayons comme investisseurs de pousser les choses autant qu'on peut dans le bon sens, sans forcément renoncer à notre performance financière, mais en faisant un sujet qui n'est pas uniquement drivé par la performance financière. Et donc ça, cette idée de l'impact, elle est plus récente en un sens. Et alors, elle pose, et donc là, c'est là que vous allez pouvoir nous expliquer comment vous mesurez ça, mais les 2 questions clés que ça pose, c'est l'additionnalité, qui est, en investissant dans ce fonds ou dans cette entreprise, quelle est la différence que je fais? Quel est le contrefactuel? Quel est le monde? Si j'investissais dans le SP500 ou le CAC 40 à la place, de combien le monde serait-il moins bien? Comment mesurer mon impact, la différence que je fais? Donc ça, c'est vraiment une idée conséquentialiste, un peu d'économiste au fond, de mesurer un petit peu le welfare additionnel que vous produisez par vos actions. Donc ça, c'est la première chose. Et puis l'autre sujet un peu tabou, c'est la question des concessions financières. Cette idée qu'il y a quand même une sorte de continuum entre la philanthropie et puis l'investissement purement pour le profit. Et que il y a les cas où on est dans le win-win. Moi aussi, j'adhère à l'idée que si on veut réfléchir à des investissements de long terme, ça aide effectivement de se dire est-ce que je suis bien en adéquation avec les besoins, les désirs de la société? Parce qu'à horizon 30 ans, c'est clair que les réglementations et puis le comportement des consommateurs reflètera au fond les aspirations profondes de la société. Et donc, ça aide à réfléchir à la valeur d'un projet. Mais en un sens, c'est la partie facile. La partie difficile, c'est la partie où ce n'est pas complètement win-win et où il se pose la question des concessions, de se dire est-ce que finalement, on est en train de faire quelque chose qui maximise la valeur des actionnariales ou pas. Et pour prendre un exemple, moi, je suis assez déçu en un sens qu'en Europe, le discours sur les divestitures ne soit pas plus rationnel, c'est-à-dire que applaudir des deux mains quand les grosses entreprises pétrolières revendent leurs actifs sales à des fonds de private equity plus opaques et moins responsables, là, c'est de l'impact négatif, en fait. Et voilà, peu de gens le disent et beaucoup de gens applaudissent, malheureusement, en fait, quand ça se produit,
Donc, effectivement, ces entreprises deviennent plus green, mais ça se fait au prix de la sortie des actifs, du périmètre, disons, de ce qu'on observe. Et donc là, l'attitude responsable, l'attitude à impact, ça serait au contraire de dire, bah non, si j'ai des mines de charbon, je vais les fermer ou en tout cas en limiter l'exploitation ou la rendre plus propre. Certainement pas la vendre à des fonds qui, eux, vont faire l'exploitation à ma place et moi, m'en laver les mains. Donc voilà, donc tous ces sujets se posent. Et ce qui est, quand on enseigne ça, ce qui est vraiment très intéressant, enfin, c'est qu'il n'y a vraiment pas du tout de consensus dans les salles de classe. C'est très intéressant. Ça crée une atmosphère un peu électrique, en fait, parce qu'il y a des désaccords. Il y a quand même des gens qui restent un petit peu cyniques sur le sujet. Il y en a qui, au contraire, sont très, très fleur bleue, quoi. Et puis, il y a tout un continuum, évidemment. Et donc, c'est passionnant, en fait. Et ça, quand on remonte un peu la chaîne, comme ça, des désaccords, ça remonte toujours à des questions de philosophie éthique sur la déontologie versus le conséquentialisme, qui est un peu la racine de tous ces débats. La déontologie, souvenez-vous, hein, c'est juste de dire la fin ne justifie pas les moyens. Il faut agir conformément à ces principes. Et donc, voilà, notre argent, on n'investit pas dans des entreprises sales, et si tout le monde faisait comme nous, le monde serait meilleur. Ça, c'est une manière de penser l'impact, au fond, de dire, si tout le monde faisait comme moi, l'équilibre changerait. Et puis après, il y a les conséquentialistes qui correspondent plus à la pensée des économistes, qui disent, non, il faut être un peu raisonnable, tout le monde n'est pas responsable, et donc, justement, notre rôle en tant qu'investisseur d'impact, c'est sans doute d'investir dans des entreprises sales et de les transformer. Et c'est là-dessus qu'il faut se concentrer, plutôt que d'investir dans des CAC 40 verts ou des SP500 verts. Mais donc voilà, j'ai un peu posé le débat, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est l'absence de consensus sur ces sujets et le fait qu'il n'y a pas une bonne réponse. Il y a toujours différentes visions de l'éthique en particulier. Et quels sont les enjeux? Justement, vous parliez tout à l'heure des étudiants qui étaient en train d'avoir différents points de vue. Quels sont les enjeux justement pour les étudiants de leur côté au niveau des points de vue? Qu'est-ce qu'ils peuvent penser? Est-ce que vous pouvez aller un peu plus loin justement dans ce discours-là? Je dirais que les étudiants, d'abord, souvenez-vous, quand vous étiez étudiant, donc ils sont dans une perspective de choix de carrière aussi. Et donc, c'est vrai que c'est question de quel est le sens de ce que je fais, chercher un métier qui, à la fois, on est bien payé, mais en même temps, ça a du sens. Voilà, ils cherchent à réconcilier ces aspects-là. Et donc, c'est vrai que la finance attire un peu moins, la finance un peu de faire du M&A ou de la banque d'affaires, ça attire clairement moins qu'il y a 20 ans. Et donc, les gens cherchent au fond à des activités où ils se disent que, voilà, au moins, ils vont dépenser beaucoup d'énergie. Ils ont tous envie de beaucoup travailler, ça n'a pas changé, et de dépenser beaucoup d'énergie, mais ils ont envie de s'assurer que ça pousse les choses dans la bonne direction. Ouais, donc ça, ce souci-là, il est très présent. Et puis, effectivement, il y a un rejet du cynisme pur et brut. C'est vraiment devenu minoritaire, en fait, le côté un peu cynique de dire, bon, c'est bien gentil tout ça, mais au fond, ce qui compte, c'est combien ça va rapporter. Donc là, effectivement, c'est clairement plus le discours ambiant, même s'il reste quand même des petits groupes d'étudiants où, en off, quand même, ce qui les intéresse, c'est clairement la maximisation des profits. Et puis après, il y a un intérêt sur la donnée. Quelle est la bonne manière de s'interroger sur la valeur fondamentale? Donc, il est clair que simplement regarder la comptabilité passée d'une entreprise, avec même les imperfections du système de comptabilité classique, ça ne suffit pas vraiment à se projeter et à avoir des mesures de la valeur fondamentale à horizon de long terme. La prégnance du long terme, elle est aussi liée au taux d'intérêt très faible. C'est clair que les profits dans 10 ans représentent une fraction, dans 10 ans et plus, représentent une fraction énorme de la valeur des entreprises. Donc, s'interroger sur la valeur fondamentale, c'est plus que jamais s'interroger sur le très long terme en réalité. Donc ça, c'est un peu nouveau. Et puis par ailleurs, évidemment, la transition énergétique est complètement au cœur de la conscience des jeunes. Et donc effectivement, on voit, je l'ai vu même sur les 5 dernières années, il y a vraiment un trend. Le thème est de plus en plus prégnant et voilà, les gens l'ont à l'esprit en permanence dans toutes les classes, tous les sujets académiques en fait commencent à embrasser cette question-là. Et au niveau de la recherche, comment est-ce que vous travaillez exactement de votre côté? Est-ce que vous travaillez avec les différents acteurs donc, du coup, qui seront ce soir présents? Alors, il y a de la recherche empirique, il y a de la recherche théorique. Après, travailler avec des entreprises, la difficulté déjà, c'est que l'aspect fiduciary duty, puis en France, je ne sais pas vraiment quel est l'équivalent, mais les acteurs sont très réticents à accepter l'idée qu'il peut y avoir des trade-offs entre la performance et l'impact. Et donc ça complique souvent un peu la manière d'y penser. Parce qu'effectivement, l'aspect win-win, en un sens, il n'est pas très intéressant. Ça pourrait être très pervers pour se dire
bah, non seulement je vais baisser mes profits, puis en plus je vais faire du mal à la planète. Donc, en un sens, tout le monde est d'accord là sur si on peut à la fois augmenter nos profits et améliorer le bien-être social, ça serait très étrange de ne pas le faire. Après, je pense qu'il y a un apprentissage des outils qui permettent de le faire. C'est-à-dire qu'il peut y avoir chez certains managers ou certains conseils d'administration une absence de compétences finalement. Et donc là, il y a un aspect gouvernance qui consiste à dire, bah, dans les conseils d'administration où la question du climat, par exemple, est vraiment une question prégnante, une question matérielle. Il faut qu'il y ait des gens suffisamment compétents pour tirer la sonnette d'alarme, pour attirer sur quelles sont les best practices, attirer l'attention sur ces sujets. Mais en un sens, là-dessus, bon, il y a consensus. Ce n'est pas la partie très intéressante d'un point de vue de recherche. Là-dessus, on est tous d'accord qu'il faut de la compétence et qu'il faut vraiment maximiser autant que possible les profits et le bien-être social quand ces deux choses-là sont alignées. Après, là où il n'y a pas d'accord, c'est quand il n'y a pas d'alignement, quand il y a vraiment un trade-off. Et donc là, bah, la recherche académique, elle est plus, disons, en interaction avec la question des régulateurs, des réglementations, de réfléchir sur quelles sont les bonnes réglementations et quelle est la dynamique de réglementation et puis quelle est l'économie politique de ces choses-là. Comment le lobbying, c'est-à-dire ce réflexe du régulateur parfois ou du politique de demander aux CEO des grandes entreprises ce qu'il faut faire, comment jauger la sincérité en un sens des déclarations positives des CEO, comme la Business Roundtable il y a quelques années, etc. Merci beaucoup. On pourra en revenir tout à l'heure avec Philippe, notamment sur ce sujet-là. De votre côté, Aglaé, comment fonctionne justement l'investissement chez vous? Et je retourne les questions justement également à Philippe et à Pierre. Comment est-ce que ça fonctionne justement chez Raise? Peut-être un mot, je ne sais pas si je dois prendre le micro. Ah, vous avez déjà l'oreille. Ouais, ça va, ok. Un mot sur Raise, effectivement, c'est une société de gestion qui a été créée il y a plus de 8 ans maintenant, avec l'idée justement de réconcilier le monde de la finance et l'entrepreneuriat. Donc très concrètement, c'est-à-dire que toutes les équipes d'investissement reversent la moitié de ce qu'on appelle le carré d'intérêt de l'intéressement pour financer une fondation qui elle-même accompagne donc de manière philanthropique des entrepreneurs à travers des programmes de mentorat, des prêts à taux zéro. Et donc c'est dans ce cadre-là de Raise que le fonds d'impact dont je m'occupe a trouvé sa place assez naturellement. Et donc pour rejoindre ce qui a été dit précédemment, donc effectivement la stratégie, c'est de cibler des entreprises. Et je reprends la définition de l'impact en fait telle qu'elle avait été formalisée en 2008 par le Global Impact Investing Network, qui dit que l'impact, c'est cibler des investissements qui ont la volonté, le mot volonté important, de générer un impact environnemental et social positif, au-delà du rendement financier, et de le mesurer. Donc, il y a cette notion d'intention et de mesure et d'additionnalité qui sont importants. Et donc, en fait, on va au-delà de l'ESG, c'est-à-dire de la prise en compte des facteurs extra-financiers. On cherche vraiment à accompagner des entrepreneurs qui cherchent à résoudre des problématiques environnementales et sociales à l'échelle. Et donc, le fonds, aujourd'hui, a une taille de 240 millions d'euros, 13 investissements réalisés. Et à chaque fois, le point commun, en fait, la spécificité d'un fonds d'impact par rapport à un fonds classique, c'est qu'on va faire très attention au sujet de mesure, c'est-à-dire qu'on va essayer de regarder la contribution des entreprises que l'on regarde aux objectifs de développement durable de l'ONU. Donc, nous, on a pris ce cadre-là. Il y a plein de cadres existants. Et justement, un des sujets, c'est de parler le même langage. Mais c'est un cadre qui a certes été élaboré dans un cadre macro, mais qui a le mérite d'être utilisé par le plus grand nombre. Et après, le vrai travail qu'on fait aussi, c'est un travail de management de l'impact, c'est-à-dire accompagner les entrepreneurs dans toute cette transformation durable. Et c'est là où au-delà de l'intentionnalité, des beaux mots, on cherche à rendre concret, tangible et matériel cette volonté en essayant d'avoir un impact positif, en essayant d'aligner, par exemple, la rémunération des dirigeants qu'on accompagne à des critères extra-financiers. De la même manière que nous, équipe de gestion, on a une part de notre intéressement qui est liée à ces critères extra-financiers. Merci beaucoup. De votre côté, Philippe, comment ça se passe chez Aviva France? Alors, chez Aviva France, là, en fait, depuis déjà quelques années, on a développé effectivement des stratégies d'impact. Alors, on est un assureur responsable, un investisseur responsable. Donc l'impact, c'est une partie, alors petite encore aujourd'hui, de l'ensemble des stratégies
de développement durable, enfin de finances durables que nous développons, hein, puisque évidemment sur les 95 milliards que nous gérons, le gros, effectivement, enfin, Augustin le disait, intègre une dimension ESG. Alors, on a essayé de le développer, cette dimension ESG, d'une façon assez proactive. Ce n'est pas juste avec une approche ISR d'éliminer juste les entreprises, disons, pratiques, disons, les moins fortes, les moins avancées en matière de social, en matière d'environnement ou en matière de gouvernance. Mais on a réellement cherché à développer une politique d'engagement à côté, effectivement, de la sélection des entreprises dans lesquelles nous investissons, en essayant d'influer sur leur stratégie, évidemment, on regarde des éléments ESG, évidemment, des éléments climat, bien sûr. Et puis, on a essayé d'intégrer ça, mais de façon très précise et très pragmatique, dans les mandats de gestion que nous donnons à notre asset manager. C'est-à-dire que depuis maintenant 5 ans, chaque année, notre asset manager a des objectifs d'amélioration de la performance extra-financière. Alors aujourd'hui, c'est mesuré de façon un peu grossière à travers des scores ESG globaux, mais on a également intégré, parce qu'aujourd'hui les assureurs sont quand même, en tant qu'investisseurs long terme, enfin, Pierre pourra également en parler sur la banque, en fait, on est un business qui est extrêmement sensible aux problématiques de carbonation de l'économie, enfin, et donc on a des stratégies de décarbonation également année après année, et puis comme on s'est engagé sur les 5 prochaines années à diminuer de 25% notre empreinte carbone, il faut y aller. Et puis, à travers la transition, un engagement de financement de 500 millions d'euros par an minimum sur tous les actifs verts. Et alors ça se traduit aussi par le fait que la réglementation devient de plus en plus prégnante. Donc, SFDR, on va peut-être en reparler avec la relation entre impact et SFDR, donc nous a amené finalement à positionner ces stratégies, je dirais, en catégorie 8, qui est une catégorie de contribution au développement de l'investissement responsable sur la quasi-totalité de notre bilan. Donc aujourd'hui, je dirais plus de 90% aujourd'hui est suivi et géré selon des process ESS. Alors, pour nous, l'impact, c'est quoi? Je dirais c'est la partie avancée la plus aboutie, la plus engagée de la finance durable. Donc, ça représente encore évidemment des encours relativement limités, mais l'idée, c'est bien de développer ça. Et alors, on l'a décliné chez Aviva en fait autour de 3 principaux dispositifs. Le premier, historiquement, c'est Aviva Impact Investing France, qui a été lancé en 2014. On l'a fait on n'est pas gestionnaire, donc on l'a fait avec un partenaire qui est un partenaire historique, donc qui vient du groupe SOS, qui s'appelle Inco Ventures, et qui gère maintenant, d'ailleurs avec Mandarine, le fonds de Place Noves. Et donc ce fonds qui au départ faisait 10 millions, aujourd'hui fait 40 millions, on a plus de 55 participations. Alors la chance qu'on a eue, c'est qu'on est arrivé assez tôt, et donc on a pu investir sur des participations et des entreprises en changement d'échelle qui sont aujourd'hui un peu les locomotives de l'impact. Vous avez des entreprises comme Phoenix, comme Castali, comme Moulineau, comme Lita, qui sont aujourd'hui, je dirais, vraiment les figures de proue du secteur. Et c'est un fonds en capital, prise de participation en capital. On a complété ce fonds avec, en intégrant en fait, des investissements dans des entreprises un peu plus jeunes. On a fait un peu d'accélération, voire même un peu d'amorçage, parce qu'on avait des entreprises qui étaient déjà assez mûres et donc qui étaient prêtes déjà à se faire investir. Donc aujourd'hui, ce fonds, c'est le premier dispositif historiquement. Ensuite, on a en 2016 lancé, mais alors on est plus sur une approche corporate, la fabrique Aviva, donc peut-être certains d'entre vous ont entendu parler, qui est en fait 1 million d'euros mis à disposition, donc c'est du don, du mécénat par l'entreprise Aviva, pour financer précisément, pour donner le petit coup de pouce à ces entrepreneurs, alors en général évidemment très early stage, qui cherchent entre 10 000 et 60 000 euros. Et parmi tout cet écosystème aujourd'hui, puisqu'on avait à peu près 1500 projets chaque année, aujourd'hui il y a 200 gagnants. Et on a des entreprises qui ont maintenant bien connues, comme par exemple Yuka. Tout le monde connaît Yuka. Yuka, c'est un des gagnants de la fabrique Aviva. Il y a Coterie, Toupie Organique aujourd'hui. Donc, il y a des entreprises aujourd'hui qui ont gagné, par exemple, des contrats impact récemment. Donc, c'est des entreprises qui aujourd'hui sont passées par ce concours. Même aujourd'hui, Time for the Planet, par exemple, cette année en 2021. Sont des entreprises qui aujourd'hui trouvent une vraie reconnaissance à venir concourir à ce premier concours destiné aux entrepreneurs, à l'entrepreneuriat à impact. Et puis le troisième dispositif, qui est un dispositif qui est né l'année dernière, en 2020, il cherche lui à adresser une problématique du marché, c'est-à-dire que autant sur la partie changement d'échelle, développement, grosse, late stage,
Là, on retrouve les investisseurs institutionnels parce qu'évidemment, les montants sont importants, les entreprises sont déjà développées. Autant sur la partie plus early stage, là, c'est plus compliqué. On trouve des business angels, on trouve effectivement un certain nombre de fonds d'amorçage qui sont encore des petits fonds, mais on trouve très peu d'investisseurs parce que c'est encore perçu comme trop risqué et pour des rendements très aléatoires. Et donc, on a eu l'idée avec 2 partenaires, donc La Ruche Développement, qui est le premier réseau d'incubateurs et d'accompagnement des entrepreneurs de l'économie sociale et solidaire, et avec une société de gestion spécialisée dans l'amorçage, Ventec, et puis en collaboration avec la Banque des Territoires, et Pierre connaît bien le projet également, puisqu'il nous a accompagnés, de lancer un fonds vraiment dédié à l'amorçage. Mais alors, l'originalité, c'est que c'est un fonds de financement qui est en 2 compartiments. Un premier compartiment qui est dédié à financer un programme d'accompagnement piloté par La Ruche pour aider les entrepreneurs à s'acculturer au code de la levée, puisque souvent les entrepreneurs, ils sont dans leur business, ils sont sur leur marché, ils sont sur leurs clients, mais ils ont du mal à comprendre quelles sont les attentes des financeurs, à comprendre quels sont les codes, à bien se présenter devant les financeurs. En fait, ce programme, il est là pour ça, vraiment les accompagner pendant 1 an, et puis au terme de cette année d'accompagnement, ils sont prêts à se présenter devant tous les financeurs de la place de Paris, et notamment sur notre 2e compartiment du fonds, qui est un des financeurs, donc là qui est un fonds classique Ventures, donc c'est le compartiment d'Alliance for Impact Ventures, qui lui va choisir, va décider d'investir pour une partie des entrepreneurs et donc de les accompagner un peu plus loin dans la route. Et ce qui est intéressant avec ce fonds, c'est qu'aujourd'hui, il fait 35 millions de commitment. L'objectif, c'est sur le premier compartiment, c'est vraiment passer à l'échelle, c'est vraiment d'accompagner entre 290 et 300 entrepreneurs. Donc là, on est vraiment... Une des difficultés de l'écosystème aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de dispositifs, mais souvent sur un nombre limité d'entrepreneurs. Et puis, sur la partie prise en capital, c'est de financer une centaine d'entrepreneurs. Alors, une grande partie venant du programme d'accompagnement, mais également, une partie également des financements est ouverte à des entrepreneurs qui sont suffisamment mûrs, suffisamment aguerris pour venir directement postuler à ce compartiment. Et donc, à travers ces 3 dispositifs qui forment notre stratégie, on voit qu'elles sont totalement complémentaires, puisque même des gagnants de la Fabrique Aviva sont appelés et sont sollicités évidemment sur le fonds Alliance for Impact. Et puis également, le fonds Aviva Impact Investing France, c'est également une de nos briques. Alors là, d'un fonds qui est un fonds 90-10, donc 90% actions cotées, 10% actions non cotées, labellisé Finansol et solidaire, ce qui fait que ce fonds qui s'appelle Aviva, la Fabrique Impact ISR, est notre brique en fait dans la loi Pacte. Donc c'est le produit qui est aujourd'hui sur les plateformes de l'ensemble des plateformes de distribution d'Aviva France. Merci beaucoup. C'était très intéressant. Je pense que l'incubateur d'HEC et l'accélérateur ESS sera très intéressé par toutes ces informations, notamment nos startups. Voilà, exactement. Emma France qui est là, qui représente effectivement le programme d'entrepreneuriat impact. On a pas mal parmi notre accélérateur des entrepreneurs qui cherchent potentiellement à lever des fonds, potentiellement avec la Banque des Territoires ou d'autres fonds. Et c'est vrai que de savoir tous les dispositifs mis en place de votre côté et du côté de la Banque des Territoires, etc., ça permet effectivement de bien les aiguiller. Pierre, justement, de votre côté, au niveau de la Banque des Territoires, qui fait partie du coup des groupes de la Caisse des dépôts, qu'est-ce que vous faites exactement? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Sans vouloir me lancer dans un exercice compliqué de datation au carbone 14, qui a commencé le premier à faire de l'impact à la Caisse des dépôts, ça a été fondé en 1816 pour reconstruire le pays après les périodes compliquées des guerres napoléoniennes, et ça est investi d'une mission d'intérêt général. Donc, on a tendance à considérer, sans parfois bien le quantifier, mais en cherchant, on le précisera tout à l'heure, à le qualifier de mieux en mieux, à considérer que le fait de générer de l'impact, c'est dans l'ADN de la Caisse. C'est notre mission définie par le Code monétaire et financier. On investit en France dans l'économie nationale pour créer des moyens à long terme, pour sauvegarder, pour créer de l'emploi. Donc, c'est vraiment quelque chose qui appartient au mission statement, pour employer des néologismes anglo-saxons, qui appartient vraiment à la manière dont les caisses opèrent en France. Vous savez qu'on est le premier financier du logement social dans le pays. Ça veut dire qu'on est habitué, par exemple,
à gérer avec beaucoup de frugalité nos opérations. Donc, la théorie de la génération d'impact dans la frugalité dans l'économie, c'est quelque chose que l'on sait également exécuter. Dans le même temps, on a un devoir fiduciaire. Ce que vous mentionnez, un mandat fiduciaire, on gère une fraction importante des retraites du pays. Et les pensionnés attendent de notre part qu'on gère ces retraites en générant des retours, en générant un rendement qui soit compatible avec leurs attentes en termes de retraite complémentaire. Donc voilà, c'est ça le cadre de nos opérations. Le mouvement qui est à l'heure actuelle engagé par la place de Paris, qu'on accompagne avec plaisir, dans lequel Philippe a une place prépondérante, nous conforte dans l'approche qu'on a d'investisseurs de long terme, dans un contexte de taux très bas, et nous satisfait parce qu'on a l'impression que ce mouvement va à la fois rencontrer des aspirations que la Caisse porte sur la place et en même temps va nous entraîner à être un peu plus précis dans la manière dont on gère de l'impact, ce qui n'est pas toujours le cas. En 2019, nous avons adopté le référentiel des ODD, des objectifs de développement durable des Nations Unies, puis pour nous contraindre à structurer correctement la génération d'impact à travers la mesure ou la grille d'analyse des objectifs de développement durable, on a mis en place un programme d'émissions d'obligations durables, sociales et environnementales, dans lequel on adosse en fait de manière analytique, ce n'est pas des obligations de projet, on adosse de manière analytique des actifs qu'on va considérer comme éligibles, qui seront validés par des tiers, par des évaluateurs et des notateurs externes pour appuyer ces encours d'émissions sociales ou d'émissions durables qui vont prendre comme sous-jacent des financements de projets ou des actifs qui sont favorables à la réduction de l'émission de gaz à effet de serre ou à une amélioration de l'empreinte environnementale de la génération d'énergie ou à la création et la sauvegarde d'emplois dans le cadre de l'aménagement du territoire. Donc, c'est le cadre dans lequel nous sommes aujourd'hui et l'effort que la place a engagé il y a maintenant peut-être un an à l'occasion d'évolutions réglementaires que Philippe a touché du doigt tout à l'heure en parlant de l'article 8 et de l'article 9. On les met en œuvre dans nos opérations. Alors, dans nos opérations, la Caisse des dépôts, c'est un univers qui est très vaste. C'est un univers qui est très vaste. On n'a pas le plus gros bilan de la planète, mais le bilan consolidé, le bilan agrégé du groupe Caisse des dépôts et consignations, c'est un peu plus de 1200 milliards d'euros. La Caisse des dépôts, c'est une activité de prêteur. Je le mentionnais tout à l'heure sur le logement social adossé sur des ressources de livret A. C'est une activité d'investisseur dans des fonds ou en direct sur des actifs plutôt cotés qui sont destinés justement à favoriser l'exercice de son mandat fiduciaire, c'est-à-dire de retourner à des retraités ou de retourner aux professions réglementées qui déposent des ressources chez nous, un rendement qui soit correct. Et puis, dans la partie de la Caisse des dépôts où je travaille, on est sur des actifs non cotés. Les actifs non cotés, donc on investit pour l'essentiel en direct, 85% de nos opérations, c'est de l'investissement direct dans des entreprises, dans le respect de la frontière qu'on a avec Bpifrance, dans les entreprises qui sont plutôt orientées vers le service aux collectivités territoriales ou le service au territoire ou à l'aménagement du territoire et des infrastructures, soit des infrastructures énergétiques ou d'efficacité énergétique ou de mobilité durable. Et puis le solde de nos investissements s'effectue dans des fonds. On est un investisseur heureux dans le fonds qu'Akaëlle mentionnait tout à l'heure, le fonds F2I, aux côtés de la Fondation de France. J'en dirai deux mots peut-être plus tard dans le cadre de nos échanges, qui est pour nous vraiment un fonds d'impact pour deux raisons. On a été investisseur dans le prototype des fonds d'impact et je salue Christophe qui est le fonds Noves en 2016 qui a été une espèce de première ébauche de ce qu'était la mesure de l'impact justement qu'on a mentionné tout à l'heure. On est présent avec joie aux côtés de Philippe dans le fonds Alliance for Impact qui est
une structure très intelligente d'auto-génération, d'auto-couverture des défauts, espérons-nous, des pertes liées au financement de l'amorçage d'entreprises en démarrage. Et on a construit une doctrine d'investissement dans ces fonds d'impact qui est compliquée à mettre en œuvre parce que, comme on le disait, les difficultés essentielles. Alors, je reviendrai sur vos histoires de trade-off tout à l'heure parce que, évidemment, vous doutez bien que je n'ai pas le même sentiment que vous, mais pour des raisons un peu différentes de celles que vous avez imaginées, que vous avez présentées. Notre principale difficulté quand on fait de l'impact, c'est d'être capable de générer des alignements d'intérêts, soit avec les entreprises dans lesquelles on investit à travers des pactes d'actionnaires ou des management packages sur les dirigeants, soit avec les asset managers qui viennent nous proposer des fonds avec lesquels on va discuter une méthodologie et un dispositif d'incitation à la génération d'impact dans lequel il peut y avoir une carotte puis un bâton, le bâton étant le fait qu'on peut, le cas échéant, réduire la fraction variable de leur rémunération si les objectifs d'impact que nous attendons ne sont pas atteints, parce que c'est toujours un vrai sujet pour nous de s'assurer qu'il y a bien une perspective et qu'on peut sanctionner l'absence de réalisation de cette perspective. Et puis alors pour les trade-offs, moi j'ai l'impression que ma vie est faite de trade-offs, que quand je fais de l'impact ou pas de l'impact, nos métiers sont faits de compromis, de négociations dans lesquelles on va, souvent pour des raisons liées à la perspective de protéger la valeur de nos investissements à long terme, accepter des aménagements ou accepter que le monde qu'on avait envisagé quand on investissait soit pas finalement le monde parfait qu'on avait en tête. Et donc, le fait de dire j'accepte, il n'y a pas un bouton sur lequel on appuie de manière systémique en disant j'augmente le profit de mon activité. Il n'y a pas un truc en disant si tu vires 30% des effectifs de la boîte dans laquelle je vais rentrer, je vais pousser les profits jusqu'à l'infini. Enfin, ce n'est pas comme ça que l'investissement dans une entreprise fonctionne. Donc, l'impact, pour nous, c'est à la fois une manière d'appuyer l'intentionnalité de nos opérations, puis aussi une manière, à travers les KPI d'impact, de mieux en mieux qualifier notre investissement, de mieux identifier nos risques et de mieux être capable de les gérer sur le terme. Et l'une des grandes difficultés qu'on évoquera sans doute ensuite, que vous avez mentionné, c'est la capacité à collecter des données et à les fiabiliser, qui est vraiment un élément qui est absolument déterminant pour mener une analyse d'impact, puis une analyse globale qui soit performante. Augustin, vous souhaitiez peut-être répondre un petit peu à Pierre? Non, mais je crois qu'il n'y a pas vraiment de désaccord. Hein. Évidemment qu'on fait des compromis. Voilà. Et c'est pas du tout, votre discours n'est pas du tout les discours que je dénonçais un petit peu, mais c'est vrai que souvent, et c'est plutôt l'ESG en fait qui pose question, mais très souvent, quand on fait intervenir des gens en classe, on a parfois un discours marketing qui est très rodé, qui ne peut pas vraiment bouger en un sens et poser la question. Donc c'est plutôt pour l'ESG, pour l'impact, effectivement, je crois que l'impact, c'est une manière de réfléchir au long terme. Et donc, effectivement, en un sens, c'est une partie de l'économie, de réfléchir à horizon long. Donc, il y a une partie de l'industrie financière qui est dédiée à ça. Voilà. Après, du point de vue de l'investisseur final, il y a la question du trade-off. C'est quand même comme ça qui a été formalisé, disons, l'arbitrage entre le rendement, le risque et potentiellement l'impact. Après, voilà, ça peut agacer de le formuler comme ça. Et dans la vie courante, quand on fait des compromis, on ne les formule pas forcément comme des renoncements. En fait, on les formule comme le bon point d'équilibre. Donc, il y a un aspect sémantique presque. Hein, mais voilà, tout le monde trouve le point d'équilibre entre les différentes dimensions qu'il y a dans l'investissement, à savoir le risque, le rendement, l'impact, et puis parfois l'alignement de valeur, qui est aussi une autre dimension finalement, qui est la nature du projet elle-même. Voilà. Est-ce qu'on investit dans une entreprise qui est déjà vertueuse ou pas? Tout à fait. Vous parliez de difficultés, justement, c'est les difficultés dont on parlait. Au niveau de Raise, de votre côté, quelles sont les difficultés, les opportunités que vous voyez au niveau des investissements, justement, et au niveau de tout ce que vous faites?
Alors, les opportunités, je pense, sont très importantes parce que l'impact, ça reste c'est pas une classe d'actifs, ça reste une approche d'investissement qui consiste donc à intégrer au-delà de l'analyse classique qui était l'analyse du rendement et du risque financier, à intégrer ces enjeux environnementaux et sociaux et vraiment au cœur de la stratégie. Et c'est pour ça que sans être naïf, mais on espère que dans le monde aux ressources contraintes dans lequel on vit, ça va devenir une approche qui va se généraliser petit à petit. Le frein, on l'a mentionné tout à l'heure, il y a un vrai sujet de standards et de normes, être capable de parler le même langage qui aujourd'hui est un sujet. Je crois que quand on regarde le montant des actifs sous gestion alloués, fléchés aux investissements vraiment à impact, c'est moins de 1% à l'échelle mondiale. Ça croît de façon très importante, mais ça reste marginal. Donc, tout l'enjeu, c'est comment, pour passer à l'échelle et attirer les investisseurs privés, parce que les investisseurs publics institutionnels, les investisseurs publics seuls n'y arriveront pas, il faut justement qu'il y ait ces standards. Donc, il y a plein de travaux en cours, il y a la taxonomie européenne, on a mentionné la SFDR, et ça se construit, mais je pense que ça permettra aux investisseurs de pouvoir comparer et de pouvoir comprendre de quoi on parle et éviter un des principaux risques qui est ce qu'on appelle le greenwashing ou l'impact washing, qui décrédibilise un peu l'approche. Et c'est pour ça que la mesure est importante parce qu'en fait, ça apporte de la transparence tout au long du process d'investissement et une certaine discipline. Et donc, pour moi, ce sont les enjeux. Les enjeux sont vraiment là-dessus, parce que pour la question du trade-off, moi, je pense vraiment que c'est vrai que l'impact, c'est compliqué parce qu'on est il y a différentes formes d'impact entre la philanthropie et l'investissement classique. Il y en a qui vont mettre ce qu'on appelle impact first, l'impact vraiment sur des enjeux sociaux, par exemple. Il y en a qui vont avoir différents types de stratégies. Je pense que sur les sujets environnementaux, de transition énergétique, c'est plutôt facile. Il y a une corrélation assez naturelle entre l'impact créé et la rentabilité d'un projet. Sur les enjeux sociaux, vraiment sociaux, où on cible des populations plus vulnérables, on assume une politique tarifaire plus adaptée, eh ben, il faut assumer effectivement sans doute un rendement moindre. Mais c'est vrai que la corrélation, il y a beaucoup d'études qui essayent de démontrer la corrélation entre la performance financière, l'impact. Il n'y a pas encore d'évidence, mais en tout cas, ce qui me paraît clair, c'est que intégrer ces enjeux environnementaux et sociaux et de gouvernance au cœur de la stratégie de l'entreprise, ça apporte une résilience aux entreprises, et on l'a vu dans le contexte actuel sur les entreprises qui ciblent justement la transition énergétique, l'économie circulaire, l'inclusion sociale, tous les nouveaux modes en fait de production et de consommation de demain. Est-ce que vous auriez un exemple concret à nous donner justement sur une entreprise qui a été très résiliente, justement? Oui, alors plein d'exemples. Là, je pense juste, parce que je regarde en face de moi Castali, dont Philippe parlait tout à l'heure. C'est une entreprise qui a été créée avec la volonté, en fait, ce sont des fontaines d'eau microfiltrée qu'on branche au réseau d'eau et qui permettent d'éviter la pollution des bouteilles en plastique. C'est une entreprise ESUS qui emploie des travailleurs qui étaient hors d'emploi par ailleurs et qui, donc là, typiquement, avec cette entreprise-là, nous, on mesure, ce qu'on fait, c'est qu'on mesure les tonnes de déchets évités et on les accompagne dans leur développement. Sur la transition énergétique, par exemple, on a investi dans une entreprise qui s'appelle Tuco Énergie, qui fait de la rénovation des habitations particulières. Et l'objet de notre accompagnement, c'était d'essayer de massifier cette offre sur tous les territoires pour permettre une rénovation au plus grand nombre, parce que la précarité énergétique, c'est un vrai sujet. Et donc là, il y a beaucoup de choses à faire. Sur les sujets d'inclusion sociale, on a accompagné une entreprise, par exemple, qui a un réseau d'écoles qui propose des solutions d'alternance dans les territoires.
On accompagne aussi des entreprises qui font de l'aide aux personnes en situation dépendante. Et typiquement, ces entreprises-là, qu'est-ce qu'on fait, par exemple, comme accompagnement? On essaye de travailler, ça c'est un exemple qu'on fait actuellement, et pour soulever le point qui a été soulevé de la crédibilité des impacts, on essaye de faire des études de monétarisation des impacts, c'est-à-dire de rendre concret, tangible les coûts évités par la collectivité grâce à l'activité de ces entreprises-là. Et donc, tout ça, se tourne en… Notre objectif, c'est de montrer que tout ça est créateur de valeur pour les entreprises sur le long terme. Je vais peut-être rebondir là, sur la problématique d'arbitrage, rendement, impact. C'est un débat en fait, qu'on avait eu au tout début de l'ESG, l'ISR, etc. Moi, je me souviens dans les années 80-90, déjà, ah bah oui, si vous faites l'ISR, vous avez moins d'impact. Et le débat revient sur l'impact. Aujourd'hui, on dit, ah bah oui, si vous avez plus d'impact, vous avez forcément moins de rendement. En fait, je ne suis pas convaincu. Effectivement, il y a certains cas, bon, si on fait de la finance solidaire, comme le disait tout à l'heure Aglaé, voilà, là, c'est l'impact first. Je pense qu'on a à peu près tous les couples rendement-risque en fonction, effectivement, de la stratégie de l'investisseur lui-même. Mais il n'y a pas forcément une opposition. En revanche, ce que je pense vraiment, et Aglaé a touché un point important, et moi je le ressens en tant qu'investisseur, c'est-à-dire que je vous ai parlé de la stratégie de ESG, etc. Ça, pour moi, c'est un peu la première partie absolument indispensable. Mais aujourd'hui, gérer selon des scores ESG, quelque part, je me sens déjà limité par rapport à ma stratégie, par rapport aux enjeux aujourd'hui que je rencontre. Aujourd'hui, avec simplement en intégrant des scores ESG qui sont fournis par tous les providers de données, je mélange les choux et les carottes. J'ai un score de 6. Qu'est-ce que ça veut dire 6? Qu'est-ce que ça veut dire 6 sur une entreprise je sais pas quoi, de la tech, ou un 6 par rapport à une entreprise je sais pas quoi, du BTP ou de l'énergie? C'est compliqué. C'est compliqué et ça ne m'aide pas en fait, à définir ma stratégie d'investissement. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est même en termes de communication avec mes parties prenantes. J'ai un mal fou à expliquer, finalement, je mets ça dans mes rapports, c'est très bien, j'améliore chaque année, mais aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est assez compliqué à expliquer. L'avantage, enfin, ce que je trouve, c'est pour ça que je pense que l'impact, c'est un peu la nouvelle frontière de l'ESG, de la finance responsable, même si, attention, la finance impact tel qu'on l'a défini a des niveaux d'exigence qui fait que tout n'est pas impact. Mais les ingrédients, c'est que vous définissez votre stratégie d'investissement par rapport à des enjeux et des problématiques qui touchent l'entreprise, qui touchent alors, le climat, bien sûr, mais bien sûr le social. Aujourd'hui, les deux sont évidemment extrêmement liés, mais nous, assureurs, je veux dire, sur notre business d'assureur, le dérèglement climatique aujourd'hui, ça nous coûte de plus en plus cher. On est des assureurs long terme, donc ça veut dire que si on n'est pas capable d'immuniser nos actifs financiers par rapport effectivement à la transition énergétique, c'est notre capacité à pouvoir faire face à nos engagements à long terme qui sont mis en jeu. Et aujourd'hui, si je raisonnais que sur de l'ESG, j'aurais du mal en fait à adresser ces sujets-là. Et donc l'approche effectivement par objectif qui sous-tend complètement la stratégie impact, on parlait des objectifs de développement durable, mais c'est travailler par objectif, elle répond en fait à cette problématique à la fois d'investisseurs par rapport à la stratégie et à notre activité de notre entreprise, de chaque entreprise. Et deuxièmement, elle adresse des sujets aujourd'hui mondiaux, qui sont les transformations des business, qui sont la rareté des ressources de la planète, qui sont la montée des inégalités, les problématiques effectivement de populations vulnérables, soit trouver des emplois, soit trouver effectivement un accès à la santé à des coûts acceptable, etc. Donc, et en tant qu'entreprise responsable, on a, même de façon très égoïste, on a intérêt à faire que ce capitalisme-là se transforme dans le bon sens, parce que quelque part, c'est notre propre activité qui est en jeu. Donc c'est pour ça que moi, la finance, je trouve que tous les ingrédients et les éléments qui sous-tendent en fait l'approche des investisseurs à impact répond vraiment aux problématiques d'investissement d'une entreprise ou d'un investisseur institutionnel comme un assureur comme Aviva. Justement, vous travaillez sur Finance for Tomorrow, notamment, et vous êtes responsable d'un des groupes de travail et une task force. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, justement, pour parler de ce langage commun
Il y a différents Universel. représentants de la Oui. task force Et ici. voilà. Donc, est-ce que vous pouvez nous en parler tous les trois? Et également, donc forcément, Augustin qui travaille également sur cette task force. Alors, cette task force dont vous avez tous entendu parler, donc elle a été lancée, elle a été mise sur les fonds baptismaux à l'origine par la ministre Olivia Grégoire, partant en fait du constat en fait, c'est que le concept de impact en fait, c'est un concept qui se développe énormément. Enfin, tu parlais du GIN, mais dans tous les pays au niveau européen, en Angleterre, les social bonds, etc., c'est vraiment une finance qui est en train de se développer. Et la difficulté aujourd'hui, dans tous les concepts, en fait, l'ESG, l'ISR, Impact, Green Bond, etc., en fait, les investisseurs ont du mal à s'y retrouver, c'est-à-dire à savoir exactement ce que sous-tend le concept de finance à impact. Et donc, alors, la task force qui a été lancée en mars dernier n'est pas la première, évidemment, à travailler sur le sujet, puisque même en France, précédemment, et Aglaé avait travaillé au sein de ces groupes de travail. Il y a le CF2I qui avait travaillé sur ce sujet-là. Il y avait FIR France Invest qui avait également travaillé, qui avait également elle-même exprimé et apporté, je dirais, aux acteurs de la place une définition. L'idée de cette task force, c'est vraiment de mettre autour de la table l'ensemble des acteurs, qu'ils soient entreprises, qu'ils soient asset managers, qu'ils soient asset owners, qu'ils soient organismes d'analyse consultants, enfin tous ceux qui travaillent sur les sujets effectivement de finance responsable et voilà, au sens large, de les mettre autour de la table pour qu'on définisse, je ne dirais pas une bonne fois pour toutes parce que c'est jamais gravé dans le marbre, hein, mais en tout cas qu'on se mette d'accord sur une définition de l'impact, parce que la grosse difficulté, c'est que si les gens ne sont pas d'accord, on a du mal ensuite à construire, à s'aligner, à se mettre d'accord sur les standards, sur les objectifs. Et puis, c'est la porte ouverte à la fameuse impact washing. L'AMF elle-même avait émis une doctrine en disant n'utilisez pas le mot impact de la tort et à travers, etc. Bon. Et donc, le but de ça, c'est vraiment qu'on porte, toute la place de Paris porte une définition qui soit suffisamment exigeante pour éviter évidemment l'impact washing, et ensuite, à partir de quoi on puisse bâtir, c'est-à-dire on puisse apporter les éléments dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire les trois termes qui sont clés, c'est la notion d'intentionnalité, hein, donc l'investisseur, quand il investit, doit faire acte de volonté, d'intention, voilà, d'adresser une problématique sociale et environnementale à travers un référentiel qui peut être les objectifs de développement durable ou autre chose. L'autre élément, c'est l'additionnalité. Effectivement, si c'est pour juste répliquer des business existants, ce n'est pas de l'impact, hein, c'est pas veut dire que c'est mauvais, hein, l'ESG qui est très bien, mais l'additionnalité veut dire que l'investisseur cherche à apporter une dimension supplémentaire, complémentaire, à travers une transformation des modèles, un lien de causalité produit par son investissement qui produit voilà, une utilité positive nette, évidemment en faisant attention à ne pas dégrader par ailleurs voilà, le fameux do not significantly harm, donc en évitant effectivement des externalités négatives comme on dit. Et puis le troisième, c'est la mesure, parce que c'est bien de dire qu'on fait de l'impact, c'est bien de dire effectivement on économise tant de bouteilles, etc. Mais il faut le démontrer. Il faut être capable de montrer que sa stratégie, elle produit bien l'impact qu'on annonce au départ. Et c'est une des grosses difficultés qu'on a aujourd'hui. Hein, d'ailleurs, on en parlera peut-être. C'est les outils, la méthodologie, les données pour pouvoir transformer, pour pouvoir démontrer effectivement que 1 euro investi dans telle ou telle entreprise va produire 3, 4 euros, tu parlais d'impact net, pour le bien de la communauté. Donc cette définition aujourd'hui, elle est d'ailleurs, vous pouvez la consulter sur le site de Finance for Tomorrow. Hein. On a eu beaucoup de discussions et jusqu'à la dernière minute, Aglaé s'en souvient, il y avait des sensibilités qui se sont exprimées parce qu'entre effectivement la finance solidaire représentée par FAIR ou des investisseurs plus classiques qui effectivement ont également des actions extrêmement importantes en matière de finance à impact, il y avait des discussions, mais je crois qu'on est arrivé à produire voilà, une première définition qui n'est pas parfaite, hein, mais en tout cas qui est suffisamment solide, me semble-t-il,
pour qu'elle soit aujourd'hui, elle a été soutenue à travers un pledge qui a été lancé, soutenu aujourd'hui par quasiment 90 acteurs de la place, et pas des moindres, des très gros acteurs, des historiques de l'impact, mais aussi des banquiers et des gros asset managers. Et en fait, l'idée, c'est à partir de cette définition, enfin, qu'on la fasse vivre, c'est-à-dire que les acteurs qui ont signé le pledge se l'approprient. Et donc là, c'est un peu la deuxième phase des groupes de travail qui va démarrer. C'est d'espèce de construire des chartes et puis de faire vivre, en fait, avec évidemment des grilles d'évaluation de l'impact pour l'ensemble des classes d'actifs. C'est de travailler également à l'opérationnalité, finalement, de cette définition, c'est-à-dire comment concrètement les acteurs, les investisseurs, les asset managers vont pouvoir l'appliquer au jour le jour. Et puis l'idée, c'est que ça devienne un peu quelque chose finalement assez simple qu'on puisse retrouver et qui fasse écho finalement à la réglementation, à SFDR, et qu'effectivement même les régulateurs puissent également se reposer sur cette définition-là pour toute son activité d'agrément des fonds dits à impact. Voilà, donc il y a encore beaucoup de travail sur la planche, mais c'est un travail qui est passionnant parce que, comme le disait Aglaé, on a besoin de passer à l'échelle. Il y a une étude qui a été d'ailleurs mandatée par l'AFG, qui a réalisé Mazars très récemment, donc auprès de l'ensemble des acteurs de place. Je crois qu'il y a quasiment à peu près presque 50% des sociétés de gestion qui ont répondu et qui montrent qu'effectivement aujourd'hui les fonds impact, c'est un peu plus d'1%. Aujourd'hui 63 milliards, donc ça représente 63 milliards, ça paraît beaucoup, mais en réalité ramené à la totalité des encours gérés, c'est encore très faible. Et si on veut vraiment changer, réaliser cette transition juste, cette transformation de nos modèles, on a besoin qu'effectivement plus de capital, plus de capitaux aillent financer ces nouveaux modèles. Justement, sur ces financements, par exemple, Pierre, est-ce que vous avez des focus particuliers de votre côté? C'est une remarque très intéressante la question est bien, mais la remarque de Philippe aussi était super. La situation du marché aujourd'hui, en France en tout cas, sur la base de l'étude Mazars que Philippe citait, on a 63 milliards de fonds qui sont réputés être des fonds d'impact sur la base d'autodéclaration des sociétés de gestion. Mais il y en a presque les 3/4 qui sont des fonds cotés, en fait, qui s'appuient sur des actifs cotés. Et nous, on considère à la Caisse des dépôts, à la Banque des Territoires, que l'endroit où on a le plus d'impact, c'est sur les actifs non cotés, c'est sur les structures émergentes, ce sur quoi on travaille sur AFI, ou on travaille sur F2I, ou ce que Novès traitait par ailleurs. Donc, la taille du marché, en fait, c'est un peu moins de 4 milliards d'euros de fonds qui s'appuient sur des actifs non cotés. C'est tout petit. Donc, effectivement, il y a encore beaucoup de travail avant d'arriver à organiser le marché. Et puis, le besoin d'uniformiser les concepts et de stabiliser les données, il est fort. Mais de l'autre côté, c'est très enthousiasmant parce que moi, ce qu'on trouve extraordinaire du côté de l'investisseur, c'est d'avoir vu émerger dans la période qui était très compliquée, avec une contraction du PNB national de plus de 10% en 2020, d'avoir vu cette initiative émerger. Alors pour nous, Caisse des dépôts, ça nous parlait beaucoup parce qu'on a décidé d'investir près de 26 milliards d'euros dans le cadre d'un plan de relance sur quelques années. 26 milliards d'euros, c'est un peu plus de la moitié de nos fonds propres. Donc c'est quand même pour nous un pari assez ambitieux, et c'est d'investir sur des thématiques qui sont les thématiques portées par les groupes de travail de Finance for Tomorrow. C'est générer de l'impact environnemental positif et générer de l'impact social. C'est créer, sauvegarder, ramener de l'emploi pérenne en France. Donc, être capable de le faire, d'inciter des asset managers à nous accompagner, d'inciter d'autres investisseurs à le faire dans ce cadre, et être capable de mesurer qu'on n'est pas en train de raconter des histoires, des contes de fées qui s'avèrent au bout de 5, 7, 8, 9, 10 ans, la période de durée de vie de nos investissements ou des fonds, être à côté de la plaque. Donc, c'est un moment qui est très intéressant et qui se produit à un moment particulier, à la fois le redémarrage de l'économie après une période très compliquée, puis en même temps l'émergence de boîtes qui traitent du big data sur des données très différentes, très hétérogènes sur les cibles, sur les entreprises, qui constituent un des socles de réussite
de la finance d'impact. Parce que si on n'a pas ces éléments-là, on pourra toujours raconter qu'on fait de l'impact, mais on ne sera même pas capable de dire si on sous-déclare ou si on surdéclare, en fait, hein, les effets positifs ou négatifs que nous avons. Merci. Et au niveau justement des thématiques qui vous intéressent particulièrement de votre côté? Alors, les thématiques sont celles classiques que la Caisse des dépôts, que le groupe Caisse des dépôts poursuit, hein, plus spécifiquement. Alors, s'agissant de la Banque des territoires et de l'établissement public Caisse des dépôts et consignation, la Caisse, c'est essentiellement le financement du logement, le financement des secteurs médico-sociaux, du vieillissement, de la silver économique, comme on dit aussi ici. Les sujets d'aménagement du territoire, c'est-à-dire créer des infrastructures qui permettent aux entreprises et aux collectivités territoriales d'évoluer de manière plus efficace pour la génération d'activités économiques, notamment d'activités industrielles et de génération d'emplois, puis d'activités d'éducation, de formation au sens large du terme, hein. C'est vraiment principalement nos axes d'investissement, qui sont des axes assez classiques pour la Caisse des dépôts. On a beaucoup parlé tout à l'heure, donc du coup, effectivement, des différents groupes de travail au niveau de Finance for Tomorrow. On n'a pas trop parlé de celui, justement, avec le lien avec la recherche. Donc, Philippe, Augustin, je vous laisse parler un petit peu plus de ce sujet. Alors, peut-être effectivement, pour revenir sur les… En fait, il y avait 4… Je ne vais pas parler de la gouvernance, parce que bon, c'est un peu de la cuisine interne de la task force, mais en fait, on s'est organisé pendant cette première phase, hein, qui est arrivée effectivement à son terme au moment du Climate Finance Day et de la COP26. En fait, il y avait 4 groupes de travail. Un premier groupe de travail qui a travaillé sur la définition, qui était vraiment le socle sur lequel il fallait à peu près se mettre d'accord, enfin pas à peu près, mais bien se mettre d'accord, pour qu'ensuite… Et puis un deuxième groupe de travail, lui, a travaillé plutôt sur la partie évaluation de l'impact, alors du potentiel de transformation durable, parce qu'une des difficultés aujourd'hui, malgré tout, hein, et on voit que c'est là où on a besoin de la recherche académique pour nous aider, c'est que en fait, on s'aperçoit que autant on peut à peu près mesurer, évaluer la contribution des entreprises, effectivement, à une amélioration par rapport à une problématique sociale ou environnementale, autant quand il s'agit d'évaluer de façon concrète l'impact, ce qu'Aglé appelait l'impact net, hein, c'est-à-dire tous les résultats, les contributions positives transformer, essayer de matérialiser en unité monétaire, et puis toute entreprise a des impacts et des externalités négatives, c'est normal. Et donc, netter de ça, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il faut des méthodologies, il faut des modèles pour évaluer tout ça, il faut avoir une vision suffisamment 360 pour être capable de prendre les grandes dimensions en fait, d'impact de l'entreprise, et puis il faut de la donnée. Et aujourd'hui, enfin, on voit même déjà dans l'ESG, on a du mal avec la donnée, hein, même mesurer l'empreinte carbone des entreprises, on a du mal de mesurer le scope 3. Donc, vous voyez, bon, le vert, on y arrive, on commence à y arriver, mais quand on commence à s'attaquer à des sujets sociaux, là, c'est encore plus compliqué. Donc ce groupe, il a fait un travail très, très important pour essayer déjà d'évaluer le potentiel d'impact, pour pouvoir positionner les différents types de stratégies ou types de fonds par rapport à une échelle, et puis qualifier finalement les stratégies des fonds. Le troisième groupe, lui, il avait un objectif plus classique, hein, c'était de dire, bon, on veut mobiliser de l'argent, on veut passer à l'échelle, c'est quoi les freins, qu'est-ce qu'il faut proposer, quelles sont les recommandations pour lever les freins, et puis passer à l'échelle et mobiliser davantage de fonds. Donc, il y a pas mal de choses autour effectivement des labels, comment est-ce qu'effectivement on associe aussi le grand public, hein, pas uniquement les investisseurs institutionnels à ces sujets-là. Et parmi les recommandations, il faut davantage hybrider les praticiens avec la recherche académique, il faut qu'on parle davantage, il faut renforcer le caractère indiscutable finalement de l'investissement impact. Et là, on a besoin effectivement davantage de chercheurs, d'analyse fondamentale, des étudiants qui nous aident à faire tout ça. Il faut qu'on hybride tout ça, il faut qu'on récupère de la donnée, qu'on mette en place des modèles qui soient ensuite utilisables par les praticiens et qui soient
finalement, qui figure une espèce de standard. Alors, il y a différents modèles qui existent. La Banque des Territoires avait travaillé sur des outils qui sont d'ailleurs utilisés dans la gestion du fonds Noves, mais on a besoin encore de renforcer ce socle, je dirais, théorique, parce que vraiment les praticiens sans théorie, la finance sans la théorie ne serait pas la finance, on le sait tous. Et donc on a besoin également sur ces matières extra-financières de davantage d'analyse, de travaux, de recherche, et donc c'est une des recommandations de la task force. Et puis le quatrième groupe, là, il était plutôt autour de comment est-ce qu'on pousse la vision française, parce que je pense qu'il n'aura échappé à personne que maintenant les sujets d'analyse extra-financière sont devenus un enjeu global de la finance aujourd'hui. Il y a pas mal d'agences européennes qui étaient en pointe sur ces sujets-là, sont maintenant passées sous pavillon américain. Et donc, quelque part, on a aussi à défendre notre modèle, notre vision, notre philosophie, plutôt que de se faire effectivement imposer des normes des anglo-saxons. On a besoin aussi de se battre sur ce terrain-là. Et donc, ce groupe 4, il était là pour pousser, pour porter la vision de la place de Paris, des gens d'Europe, et puis essayer de travailler davantage notre influence effectivement auprès des régulateurs, et puis potentiellement auprès évidemment de la Commission européenne, puisqu'il y a énormément de textes en cours autour de la finance durable. Donc ça, c'était les quatre axes finalement de travaux qui ont réuni 25 institutions et plus de 80 participants là, sur 6 mois. Est-ce que vous souhaitiez ajouter quelque chose concernant justement ces groupes de travail ? Plutôt plus généralement, je crois que la recherche académique est très demandeuse de données. Un des gros problèmes, effectivement, pour aborder ces questions, c'est les cadres conceptuels, en un sens, ils sont là, mais c'est la donnée qui est plus difficile à trouver. Donc là, c'est là que je pense qu'il y a beaucoup de choses, effectivement, qui peuvent être faites pour amener la donnée, la crédibiliser. Et puis, la recherche académique joue un peu un rôle de vigile. C'est-à-dire que c'est… là, justement, par exemple, à midi, on avait une présentation au SNO qui regroupe un peu les activités sur les thèmes société, d'une chercheuse qui montre que A74, donc les ratings de Refinitiv que vous connaissez tous, ils sont révisés continuellement. Si vous utilisez les données historiques, les ratings ne prédisent pas les rendements. Si vous faites le download aujourd'hui, comme ils ont un algorithme qui change les ratings passés, là, vous trouvez une corrélation forte entre les ratings et les rendements. Mais elle n'est pas là si vous utilisez des données point in time, c'est-à-dire à la date T, la donnée qui vous était livrée à la date T. Donc là, c'est ce genre de choses sur lesquelles la recherche académique joue un rôle de vigile et d'empêcher un peu la tendance à l'impact washing ou le greenwashing qui reste la menace principale, je pense, pour ce champ. C'est-à-dire qu'il est vulnérable, au fond, à un discours trop positif, et donc c'est important de garder la tête froide et effectivement de développer des mesures qui ne sont pas être falsifiées, qui sont un peu impartiales. Donc ça, c'est le gros enjeu, je pense, pour les prochaines années, effectivement, d'avoir vraiment des bases de données beaucoup plus complètes. Mais on se rapproche de ça. Il y a de plus en plus de données alternatives qui permettent de surveiller un petit peu ce qui se passe. Ça, on pourrait en parler je ne vais pas faire un panorama un petit peu, mais voilà. D'abord, si vous avez des données, évidemment, on est preneur et n'hésitez pas à nous approcher. Et on peut matcher avec un étudiant qui fait un mémoire ou qui cherche un stage, suivant les compétences requises. Si c'est plutôt du machine learning, dans ce cas-là, on a aussi un master XHEC où il y a beaucoup de data science. Mais en tout cas, on est aussi très heureux de servir un peu au matching entre les étudiants et les entreprises qui cherchent à mieux utiliser leurs données. Merci beaucoup, Augustin. On va passer peut-être aux questions-réponses parce qu'il est 20h19 et le temps passe. Est-ce que dans la salle et également, du coup, par Internet, il y a des questions? Commencer par les questions de la salle. Oui, je vais venir apporter le micro. Bonsoir. Je vais vous apporter un témoignage et puis 2 petites questions. Je ne sais pas si je dois être fier ou un peu honte de vous présenter notre opération. C'est l'effet positif du MAST, vous ne verrez pas par les couleurs dans lesquelles je vais passer. Mais nous avons été grands gagnants du concours Aviva à la Fabrique en 2019.
Donc, nous avons un petit impact local aujourd'hui, 2 ans après, mais on a quand même concrétisé. Donc l'ISA, c'est l'immobilier solidaire et associatif. Nous réalisons des habitats partagés accompagnés pour personnes âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer. Donc c'est 1 200 000 malades et donc la cible est énorme. Et il y a plus de 2 millions de personnes qui sont en perte d'autonomie. Donc sur ce sujet, le concours La Fabrique Aviva nous a apporté un coup de projecteur qui nous a permis de lever 1 million d'euros de fonds solidaires auprès de fonds d'impact qui, avant que je gagne le concours, m'avaient fermé leurs portes. Le concours m'a permis de passer par la fenêtre. Alors aujourd'hui, on a concrétisé, puisqu'on a ouvert notre première maison début d'année 2021. La problématique se pose puisqu'on n'est plus en amorçage, maintenant on veut être en changement d'échelle. On a fait tous nos business plans pour passer au changement d'échelle. Alors, la problématique se pose pour atteindre notre changement d'échelle. On a du mal à atteindre les fonds à impact parce qu'il y a des règles, bon, excusez-moi du terme un peu scolaire, où il faut 3 ans d'exercice complet d'activité pour pouvoir espérer avoir un financement. Ce qui fait que si je ne change pas d'échelle, je coupe l'oxygène de la société. Alors qu'aujourd'hui, j'ai énormément de demandes. Les gens ont bien compris le sujet. J'ai des demandes énormes des élus locaux, des personnes, des aidants, des malades, pour pouvoir développer ce type de maison. Donc, il y a un problème. Comment passer cette barrière, puisqu'on a un petit impact local aujourd'hui, pour atteindre ce changement d'échelle avec des règles des fonds qui sont ce qu'elles sont aujourd'hui, qui ne nous permettent pas de changer d'échelle. Autre problématique. Ah oui, excusez-moi. Oui, alors merci de signaler effectivement. Alors, j'avais plus en tête que vous étiez un grand gagnant de la Fabrique Aviva, en tout cas, ce qui est félicitations et ce qui est normal. Alors, moi, il se trouve que Lisa, je connais bien, puisque je ne me souviens pas qu'il était gagnant de la Fabrique. En revanche, je sais que j'ai parlé du fonds Aviva Impact Investing France, et je sais qu'Aviva Impact Investing France vous a financé. Voilà, et je sais aussi qu'on est en train de regarder effectivement l'opération suivante. Je pense qu'en fait, alors ma réponse, elle va être plutôt de vous dire, le fait d'avoir gagné le concours fait que effectivement, naturellement, en fait, Aviva Impact Investing France a pu vous financer, et ça fait partie d'ailleurs de la stratégie, c'est-à-dire que ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que on n'est pas, chez Aviva, notre vision de la finance, du financement impact n'est pas uniquement une vision d'investisseur. C'est-à-dire que, c'est pour ça que la Fabrique Aviva, c'est aussi la communauté des entrepreneurs que nous accompagnons, que nous avons financé effectivement en mécénat, et c'est des entrepreneurs, des gagnants notamment qu'on suit, qu'on essaie de suivre. Et on a développé différents programmes pour justement essayer d'accompagner le plus possible en tant qu'entreprise, voilà, les entrepreneurs, parce qu'on croit beaucoup à ces projets d'entreprise. Donc là, naturellement, on a évidemment une écoute beaucoup plus grande, évidemment, aux gagnants de la Fabrique Aviva, ou en tout cas aux porteurs de projets qui sont passés par la Fabrique Aviva, et on essaie de les aider par toutes sortes de moyens. Alors là, effectivement, on fait du financement, mais on l'a fait, par exemple, avec d'autres entrepreneurs, par exemple, certains d'entre eux, je pense à Roger Voice, qui est carrément... qui nous livre, en fait, qu'on utilise en termes de prestations sur notre plateforme service client, en fait, pour communiquer avec les sourds et malentendants. Donc, Roger Voice, à l'origine, c'était une entreprise en amorçage que nous avons entrée dans nos portefeuilles. Aujourd'hui, nous sommes clients de Roger Voice. C'est une boîte qui se développe magnifiquement bien. Il y avait même avec certaines entreprises qui avaient une problématique, en fait, de protection, de couverture. Enfin, ils cherchaient un produit d'assurance. On a travaillé avec elles pour essayer de voir comment on pouvait mettre une assurance particulière adaptée à leur business. Donc,
Et puis, on a développé une année un partenariat, enfin un programme de coaching et de mentorat pour les entreprises, voilà, soit que nous finançons, soit qui font partie des grands gagnants de la Fabrique Aviva. Donc nous, c'est vraiment notre vision. Donc, je pense que la réponse à votre question, c'est déjà, c'est que si vous changez d'échelle, si nous, on a fait un premier investissement, notre objectif, c'est de continuer de vous accompagner. Ce n'est pas juste de dire on s'arrête, on fait un tour et puis revenez nous voir quand vous aurez grandi. Non, clairement, l'objectif des fonds, c'est la même chose chez Raise. C'est à partir du moment où on aime une entreprise, on fait un premier tour et puis si ça fonctionne, on l'aide. Et puis même quand elle est en difficulté, on l'aide quand même. Enfin, 2020, pour certaines entreprises, ça a été quand même une période compliquée. Il y avait des bridges de financement, etc. On était là. Pareil, enfin, à la Banque des Territoires, je sais que Pierre, pareil. Enfin, on finance des entreprises quand on croit en elles, donc on ne les laisse pas tomber. Et donc, ce qu'il faut effectivement, c'est que vous ayez un espèce de fonds leader, et j'espère qu'on en fait partie, mais qui croient en vous et qui vont entraîner en fait d'autres financeurs. Mais je ne vois pas d'autre façon de le faire, mais il faut un financeur leader pour ensuite vous accompagner. Pour rebondir sur ce que vient de dire Philippe, je vous invite à prendre la tâche de la Banque des Territoires. Je vous donnerai ma carte après la discussion. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonsoir. Alors moi, je suis étudiante en césure en ce moment. Je fais partie de la partie étudiante et merci beaucoup au professeur Landier de donner ce point de vue étudiant. C'est très intéressant. Moi, j'avais une question. Là, on a beaucoup parlé de l'influence de la finance sur l'impact. J'avais une question à l'inverse sur l'influence de l'impact sur la finance, les financiers en particulier, les hommes. Parce que j'ai l'impression, d'un côté étudiant, la finance me paraît être encore un peu un monde à part, notamment avec des problématiques RH sur la féminisation, bien sûr, mais aussi sur l'équilibre avec l'équilibre de vie, travail, la question de la pression. Quelles influences vous voyez de cette arrivée de l'impact dans la finance et qui va être saisi par les acteurs classiques de la finance, j'espère? Quelles modifications vous voyez dessus? Question un peu subsidiaire, quel avenir pour les rémunérations en finance vous voyez? Je me lance. Je pense que c'est une vraie question. C'est qu'au-delà de l'impact, je crois qu'il y a une recherche de sens qui atteint au-delà des gens qui travaillent dans la finance, tout le monde en fait, et on le voit avec les jeunes générations. J'imagine tous les étudiants qui font de plus en plus qui veulent travailler dans un endroit qui a du sens. Et d'ailleurs, la loi Pacte ne s'y est pas trompée, c'est-à-dire qu'en poussant en permettant aux entreprises de se doter d'une raison d'être et d'une mission, ça permettait justement à chacun de vraiment réfléchir au sens que l'on va donner. Et donc, je pense qu'effectivement, il y a ça couplé à une mutation du travail. On a vécu donc, le télétravail, la digitalisation, et donc un rapport au travail qui est différent, avec une place effectivement une place travail qui a peut-être été repensée pour nous d'entre nous, change effectivement la façon, nous on le voit tous les jours avec les jeunes qui travaillent dans les fonds ou avec les entreprises qu'on finance. On voit ces nouveaux modèles qui se mettent en place et qui, je pense, dans le fond, il y a, sur le sujet de la rémunération, la quête derrière, c'est vraiment une quête aussi de plus de partage de la valeur ajoutée, dans le sens de respect de toutes les parties prenantes, sur un terme qui est peut-être un peu plus long que ce qu'on voyait précédemment. Merci. Je vois qu'il y a une question. Christophe demande une question pour le Fonds Novest pour répondre aussi à votre question. Je pense qu'on est là aussi pour accompagner des structures de l'économie sociale et solidaire dans l'hybridation juridique. Et je prendrai deux exemples qu'on a le plaisir d'accompagner. Donc, c'est Alanvi, qui est vraiment dans les fondateurs des entreprises à mission. Et on a aussi une autre structure qui s'appelle Ulteria, qui est spécialiste du vrac solide et qui a, dans son sein, mis en place une fondation d'actionnaires pour que le partage de la plus-value sur 10-15 ans se fait aussi au profit des salariés. C'est ce qu'on doit aussi soutenir, c'est l'hybridation de structures classiques, associatives, fondations, où la fondation d'actionnaires, c'est assez innovant. Moi, on essaye, à notre échelle, de faire bouger les lignes
sur ces enjeux-là, parce que la gouvernance partagée ou partage de valeur auprès des salariés, c'est une sensibilité qu'on a chez Mandarin de Gestion et le Fonds Novest nous permet de mettre en place ce projet-là. Et pour le projet LISA, n'hésitez pas aussi à venir me voir. Voilà. On a ce quota de 3 ans, mais je ne peux pas faire grand-chose là-dessus. Voilà. Vous avez bien fait de le dire. Merci. Une dernière question. Alors, j'en prends une. Merci. Bonsoir, je m'appelle Philippe Lévesque. Moi, je dirige une grosse ONG qui s'appelle CARE. Et puis, ici, je préside le groupement ESS à l'UNI. Alors, j'étais un peu attristé d'entendre que la finance impact ne représentait que 1% des encours à Paris. Y a-t-il d'autres places ou d'autres secteurs qui font bien plus ou bien pire? Et à quel moment on arrivera à 10% ou 30% ou 100% de finances responsables? C'est une belle question. Qui se lance? J'ai essayé de vous répondre du point de vue de l'homme d'exécution que je suis. Donc, je n'ai pas de vision stratosphérique à long terme. Je serais bien normal de pouvoir vous donner un horizon à 50 ans. Le pourcentage qu'on a mentionné, ça appartient, ça provient de l'autodéclaration de société de gestion. Donc, c'est peut-être en fait encore beaucoup moins, à vrai dire, pour essayer de vous donner une vision précise du marché. C'est sur la base d'autodéclaration, donc on n'est pas absolument certain que cette fraction soit absolument déterminante. En revanche, ce qui est certain, c'est ce que mentionnait Aglaé, c'est qu'il y a une dynamique qui est très forte. Une dynamique qui est forte à la fois portée par les investisseurs, pour les raisons qu'on vient de mentionner, qui sont à la fois des raisons qui procèdent de la volonté de créer un cadre qui donne une pérennité, une visibilité à terme à nos économies, à protéger nos investissements, en fait, tout bêtement, en dehors de toute considération de nature un peu paradigmique qu'on évoquait tout à l'heure. Il y a une très forte volonté des investisseurs de rentrer dans l'identification de leurs risques et la volonté d'assainir probablement une fraction croissante, très croissante de leur portefeuille sur des éléments de cette nature. Ça a commencé de manière très significative sur les sujets environnementaux et en matière sociale, Philippe le remarquait, c'est plus compliqué de définir des KPI sur des bases uniformes en fait. La Caisse des dépôts a une vision très claire de la manière dont on devrait qualifier un emploi sauvegardé ou un emploi créé qui n'est pas nécessairement partagé par le marché. Donc, il y a ce temps pour arriver à une forme d'approche commune, de langage commun. Ça prendra peut-être quelques années. Et puis l'autre élément extrêmement positif, c'est que les asset managers, enfin RES par exemple, en est une illustration frappante pour nous. Ils ont des pratiques qui sont extraordinairement vertueuses pour nous. Ce n'est pas le cas de tout le marché, mais on espère, les investisseurs poussant, qu'on s'oriente vers des pratiques de cette nature. Maintenant, c'est compliqué de donner une vitesse, la vitesse à laquelle on va y parvenir. Peut-être pour compléter, je ne veux pas vous donner de chiffres, mais la France est quand même un pays très en avance par rapport à d'autres pays, parce que historiquement, on a un secteur de l'ESS, on a des lois, les lois de 2014, on a eu des nouveaux dispositifs, on a parlé des contrats impact social, maintenant les contrats impact qui commencent vraiment à représenter des montants absolument significatifs. Et puis, l'autre élément, on en a parlé, c'est qu'effectivement, historiquement, il y a quelques acteurs. On commence à voir dans l'asset management, Pierre le mentionnait, on commence à voir des acteurs, enfin des sociétés de gestion qui étaient historiquement, qui faisaient du private equity classique ou de la gestion classique, qui s'intéressent à l'impact. C'est-à-dire qu'ils commencent à développer un vrai axe d'investissement pour être capable d'offrir des produits, alors qu'ils soient cotés ou non cotés, mais enfin au départ plutôt sur le côté, mais non coté, mais ça se développe également sur le côté, qui intègre vraiment des dimensions d'impact. On n'a pas cité, mais Mirova, par exemple, c'est un exemple d'une société de gestion qui s'est positionnée, entreprise à mission, et qui veut faire de l'impact réellement sa stratégie. Et Mirova, ces dernières années, enfin l'année dernière, elle a vu ses encours absolument exploser. Donc, et le deuxième élément que je trouve très positif, Pierre, Aglaé, et Christophe en témoigneront, c'est qu'il y a de plus en plus de jeunes, de grandes écoles ou pas de grandes écoles, en tout cas il y en a pas mal qui sortent de HEC et des grandes écoles, que je vois, qui pitchent devant nous et qui réellement ont envie de développer des business
précisément parce qu'ils sont frappés, choqués par des inégalités, par des problématiques, des gaspillages, etc. Et ils construisent leur business à partir en fait d'une expérience vécue souvent qui les a frappés, qui les a indignés, et donc ils ont envie de répondre à ça. Et ça, pour moi, c'est extrêmement positif. Et on voit les entreprises qui, il y a quelques années, finançaient 500 000, 1 million d'euros, aujourd'hui, commencent à faire des levées de 10, 20, 30 millions. On parle même pour certaines de 100 millions. Donc, tout ça est en train de grossir. La taille des entreprises est en train de grossir et leur développement est là. Et ça, c'est extrêmement positif parce que les encours, enfin, plus la valeur des entreprises augmente parce qu'elles font plus de business et évidemment, plus la taille du marché va augmenter naturellement. Et peut-être juste pour compléter, Philippe, il y a un autre driver qui est le driver réglementaire, c'est-à-dire que qui va forcer la taxonomie européenne, ça va concerner toutes les entreprises, toutes les institutions financières, ça va devenir concret très bientôt et donc ça va aussi, normalement, on l'espère, pousser vers ce moment. Merci beaucoup. J'ai une dernière question en présentiel et on prendra une en hybride après. Merci de l'opportunité de poser cette question. Je suis Maïmouna Diankala, je suis récemment diplômée de l'Executive Master de HEC Must. Et donc, j'ai fait ma thèse sur l'investissement à impact et en Afrique. Et donc, ma question, c'était sur la définition. Est-ce qu'on peut parler d'impact différent en France et par rapport à un impact créé, par exemple, dans d'autres pays du monde, notamment en Afrique? Je me lance parce qu'ayant travaillé il y a de longues années précédemment à l'Agence française de développement chez Proparco et la Banque européenne dans les pays africains, où en fait justement ces agences de développement, elles faisaient de l'investissement sans que le mot impact n'existe à l'époque, mais qui était vraiment de l'investissement impact parce qu'il y avait aussi cette volonté de rendre crédible l'impact créé. Donc oui, il y a des besoins qui sont particulièrement importants parce que justement, il y a beaucoup notamment sur les besoins essentiels, santé, éducation, et où le secteur public n'est pas toujours là, et donc il y a besoin de sources alternatives de financement. Après, la difficulté, c'est toute l'exigence de ces standards, c'est quel niveau de standard on met. Il ne faut pas que ce soit trop élevé pour que ce soit inatteignable, et il faut qu'on puisse bien mesurer l'impact créé. Donc, moi, c'est aussi, c'est quoi, c'est clairement, on est sur ces thématiques d'impact également. Merci beaucoup. Moi, je te laisse prendre la question et faire un petit mot. Alors, donc, il y a une dernière question un peu plus spécifique sur les coopératives. Donc, on a une question parce que ça représente une part non négligeable effectivement du tissu économique et notamment quand on parle d'économie sociale et solidaire. Et il y a un cap sur les rémunérations des parts sociales qui rendent le capital investissement parfois moins attractif que sur d'autres sociétés plus classiques. Et donc, la question est, je souhaiterais connaître la position des intervenants investisseurs sur les participations dans des SIC et des SCOP et leur perception de la compatibilité de ces modèles d'organisation avec l'industrie financière dans le contexte législatif actuel. Je dis deux mots, peut-être Christophe, tu voudras compléter, mais effectivement, sur ces sujets-là, c'est vrai, on en regarde, on a vu pas mal de coopératives dans le domaine agricole, et nous, ce qu'on fait dans ces cas-là, c'est qu'on peut intervenir à la fois ce qu'on appelle en equity direct, mais aussi en quasi-equity, que ce soit en obligation convertible. On essaye de pallier à ces contraintes de liquidité en fait, par différents instruments financiers pour pouvoir accompagner ces structures qui sont très importantes et qui ont un impact important. Oui, donc le fonds Novès, c'est un produit qui a été aussi initié par la Banque des Territoires. Donc, le fonds Novès qui a été initié en 2017 par la Banque des Territoires et notamment Aviva et d'autres investisseurs de la place. On a la chance, à travers le fonds Novès, c'est un des seuls fonds de la place de Paris à s'adapter, quelle que soit la forme juridique des structures. Et donc, pour pouvoir aider les coopératives, il y a quelques outils, notamment le type participatif, et il y a beaucoup qui ne le connaissent pas. Même les banques, les experts comptables, et c'est des quasi-fonds propres, et on est là sur une durée de minimum 7 ans.
Et il y a une vraie culturation. Et donc, s'il y a des questions autour des coopératives, n'hésitez pas à me contacter sur le site noves.fr. On sera les premiers, en tout cas 50% de nos investissements chaque année. Et chaque année, on investit entre 14 et 20 millions d'euros. 50%, c'est des associations, des fondations ou des coopératives. Donc, c'est un outil. Il faut avoir aussi la structuration juridique, côté entrepreneur, mais aussi de notre côté pour pouvoir les accompagner et pas être les seuls. Donc, il y a finalement une toute petite branche de la finance solidaire qui est capable de s'adapter. C'est encore trop peu peut-être. En tout cas, il y a des fonds comme Esfin Gestion, Ecofi ou Mirova qui sont capables. Ici, non, ils ne sont pas très connus et ils ne l'utilisent pas forcément systématiquement. Et c'est une vraie chance de pouvoir aider, quelle que soit la forme juridique. N'hésitez pas à me contacter sur le site de noves.fr. La Banque des Territoires investit également directement dans ce type d'instrument. Merci Christophe. Emma, est-ce que tu souhaites te donner un petit mot de la fin? Et juste après, on se retrouve donc du coup pour ceux qui sont en présentiel pour un buffet qui nous est offert par les Berthier. Donc du coup, c'est une entreprise qu'on accompagne dans l'accélérateur ESS, donc du coup d'HEC Paris de la région Île-de-France. Voilà. Merci. Emma? Merci Marion. Je vais être très brève pour faire le mot de conclusion. Déjà pour vous remercier tous d'avoir répondu à notre sollicitation. En plus, on sait que les fins d'année sont chargées pour tout le monde, mais quand on a des conseils d'administration et qu'on clôture des budgets et des gestions de portefeuille, c'est pas simple, on le sait. Donc merci beaucoup à tous. Merci d'avoir été là. Moi, je ferai juste un petit mot de conclusion sur un élément qui, je pense, est très important aussi et qui a été mentionné par Aglaé à un moment. C'est que ce soir, on a des étudiants, des anciens diplômés de l'école il y a plus ou moins longtemps, des investisseurs, des entrepreneurs. Et nous, dans les formations qu'on délivre dans l'accélérateur et l'accompagnement qu'on délivre, quand on transforme des entreprises vers plus d'impact, un des éléments qu'on mentionne souvent, c'est l'alignement permanent entre l'individuel et le collectif. What's in it for me? What's in it for us? Et comment on aligne en permanence ça? Et je pense que l'alignement, effectivement, des différentes parties prenantes, que ce soit les nouveaux talents qui vont arriver dans les fonds d'investissement, les nouveaux talents qui montent des entreprises, les entrepreneurs qui ont des aspirations, parfois depuis plusieurs dizaines d'années, les investisseurs qui font évoluer leur mode de financement via différents leviers d'investisseurs publics et privés. Quand il y a un dialogue, comme c'est le cas par exemple avec la task force ou avec ce genre d'événements, entre différentes parties prenantes qui ont en apparence des intérêts assez divergents au début, c'est là qu'on arrive aussi à faire des innovations très parlantes pour les différents acteurs de l'écosystème. Merci beaucoup à tous et donc je vous invite sans plus tarder à rejoindre le cocktail qui nous attend à côté.